Merci beaucoup Alain Cagouat pour cette présentation effectivement très complète sur le projet de Lyon Confluence. Et je pense que les deux interventions ont l'immense avantage l'une et l'autre de mettre en avant comment le rôle que les nouvelles technologies ont dans la production d'une ville qui arrive à optimiser son fonctionnement habituel. Et c'est maintenant, je vais donc laisser la parole à Gabriel Dupuy. Et peut-être je voulais citer avec Joël Tard dans un ouvrage de 1988, Technology and the Rise of the Network City in Europe and America. Gabriel Dupuy et Joël Tard posaient la question, qui est la question qui s'est posée à l'occasion des présentations de Jonathan Rutherford et Alain Cagouat. To what extent the cities of the future will continue to depend on the infrastructure technologies of the 19th century, and to what extent they will incorporate new and more flexible technologies. Donc, rapidement, c'était de savoir la question que posait Jonathan Rutherford, le mix technologique entre anciennes et nouvelles technologies, et comment ce rapport-là et la construction de cette implémentation, cet upgrading, permet aux services publics urbains en réseau de fonctionner avec de nouveaux paramètres et de nouvelles contraintes, comme la contrainte environnementale, comme l'a montré Alain Cagouat à l'occasion de la présentation du projet de Lyon. Donc je vais laisser maintenant la parole à Gabriel Dupuy, qui peut-être embrayera sur ces questions-là. Merci. Alors quand François Ménard et Jean-Denis Loup m'ont demandé de participer à cette séance de séminaire, je ne pensais pas que l'exercice serait aussi difficile. Je vais essayer de m'en sortir à ma manière si j'y arrive. Donc je vais commencer par des réactions assez spontanées sur les deux interventions que nous venons d'entendre. Réaction quasiment de bon sens. Et ensuite, je ferai un retour en arrière alors sur au fond, ce qui est un peu plus peut-être ma conviction et qui concerne pas tout à fait la ville des réseaux, sa disparition ou sa consécration, mais qui était l'urbanisme des réseaux. Bon. Peut-être ça permettra de réinterpréter ce que nous venons d'entendre et qui était extrêmement intéressant. Alors, réaction comme ça à chaud sur l'intervention de Jonathan Rutherford. Bien, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à partir d'une observation, d'une expérience déjà longue sur Stockholm, une observation très détaillée, très analytique, Jonathan en arrive à poser des questions, j'ai noté, hein, tout simplement. Qui gouverne, qui décide, qui pilote et à quelle échelle? C'est quand même une vraie question. Si 20 ans après, on en est là, qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Je crois que c'est extrêmement important, hein, parce que, au fond, il se passe des choses, il y a des expérimentations qui sont suivies, qui sont analysées, et puis on en est à se poser, au fond, des questions de principe. Mais c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être parce que ce sont des questions qui sont vraiment essentielles. Bon. Alors, on reviendra là-dessus. Intervention d'Alain Cagouat. Un petit peu pareil. Moi, j'ai noté, il termine, ou en tout cas, dans le courant de son exposé, sur alors ce qui est quelque chose d'innovant, c'est récent, on n'est pas au bout, etc. Donc, on n'a pas le recul, sans doute, qu'on avait sur Stockholm. Mais quand même, les questions, c'est pourquoi, je note, hein, vous l'avez dit, hein, quel est le pilote? Bon, pourquoi faire? Donc, on se pose les mêmes questions, pratiquement de la même façon. Alors, bien sûr, on n'a pas toutes les réponses, vous l'avez dit. Est-ce qu'on les aura dans 2 ans, dans 3 ans, dans 20 ans? C'est pas si sûr, pas si sûr. Alors, il va falloir essayer de comprendre quand même pourquoi on se pose ces questions-là.
Est-ce qu'elles ont une importance? Est-ce que y a des pistes en fait pour y répondre, hein? Et donc c'est là-dessus que je reviens un peu sur mon propre travail ou mes propres analyses, donc qui sont maintenant anciennes, hein. C'est quand même un quart de siècle en arrière, donc c'est quasiment la préhistoire, hein. Donc, mais tout compte fait, ça me permet peut-être de raisonner, de m'y retrouver dans ce qui vient d'être dit. Alors, donc il y a un quart de siècle, disons, j'avais sorti ce livre-là sur l'urbanisme des réseaux qui a connu un petit succès, quoi, disons, mais qui est quand même probablement celui sur lequel on me questionne le plus souvent. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui avaient lu ce livre, qui l'ont eu en main, et vous savez, heureusement que les auteurs n'écrivent pas pour être lus, hein, donc, mais c'est déjà bien que les lecteurs retiennent quelque chose. Et alors de ce livre, la plupart des gens qui l'ont eu ont retenu une chose. C'est une sorte de dessin, de schéma que j'avais fait moi-même, ou qui montrait des couches. Il y avait 3 couches. C'était pas très malin, mais c'était pour montrer que l'urbanisme des réseaux, au fond, ça fonctionnait à 3 niveaux, en quelque sorte. Il y avait une couche dite d'infrastructure, c'était bien ces réseaux durs là qu'on imagine, genre réseau de voirie, les tuyaux, etc. Donc alors ça s'imposait, c'est vraiment ces technologies du 19e siècle quasiment là que rappelait Jean Denis-Leloup. Bon. Au-dessus de cette couche arrivait une deuxième couche qui était la couche des opérateurs, c'est-à-dire c'était des entreprises, des organismes qui, en s'appuyant sur les infrastructures, développaient des services pour fournir, pour desservir des territoires, pour desservir des gens, des populations, etc. Alors qui pouvaient être d'ailleurs des opérateurs publics, privés, enfin, c'était pas l'essentiel, et qui fournissaient des services qu'on est habitué à considérer comme des services urbains en réseau, du genre, je sais pas quoi, une compagnie d'autobus qui, forcément, avec des bus qui roulent sur la voirie, hein, ou des tramways, ou je ne sais quoi, et puis aussi des opérateurs peut-être moins habituels, mais qui fournissent des services importants du genre des commerces, par exemple, ou des services médicaux. Voilà. Et là aussi, avec une sorte de distribution en réseau qui s'organisait en utilisant les infrastructures, bien entendu. Donc, au fond, deuxième couche, c'était ces opérateurs-là. Et puis, il y avait une troisième couche qui arrivait au-dessus, qui était la couche de l'usager final, de l'habitant, du citadin, si on veut, qui, lui, il recombinait ces services pour faire sa vie, en quelque sorte, pour vivre, pour se déplacer, pour combiner ce dont il avait besoin, voilà, et à sa manière, en quelque sorte. Bon. Alors donc, tout le monde avait bien vu ça dans l'urbanisme des réseaux, tout le monde avait bien compris, mais en même temps, je pense que tout le monde n'avait peut-être pas compris ce qui était important, ou tout le monde n'avait pas bien vu le schéma. Peut-être moi-même, d'ailleurs, je n'avais pas assez insisté. Aujourd'hui, peut-être je le présenterai autrement. Alors, parce que entre ces 3 couches, j'avais soigneusement dessiné des flèches qui établissaient des relations entre la couche des infrastructures, la couche des opérateurs et la couche des services, des habitants utilisant les services. Et il y avait des flèches un peu dans tous les sens pour montrer qu'il y avait des rétroactions, en quelque sorte, qui se produisaient. C'est-à-dire que quand les opérateurs développaient certains types d'activités, il fallait peut-être que les infrastructures se modifient pour tenir compte de ces évolutions.
Ça se comprend assez bien. Et puis quand les ménages commençaient à utiliser les choses d'une certaine façon aussi, peut-être qu'il fallait que les opérateurs modifient un peu leur offre, et puis peut-être que les infrastructures se modifient, etc. Donc ces flèches verticales étaient absolument essentielles dans l'affaire. Bon. Et alors, il y avait également quelque chose qui n'était pas bien inscrit, mais je me suis rendu compte à la longue que ça avait été quand même compris par beaucoup de lecteurs de cette façon-là. C'est que ça avait beau s'appeler l'urbanisme des réseaux. Donc l'accent était mis sûrement sur les réseaux, enfin c'était en tout cas mon idée, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient considéré que c'était plutôt rassurant parce qu'il y avait urbanisme dedans. Et en fait, donc, ils voyaient la couche de base, qui était la couche des bonnes vieilles infrastructures, et ça, au fond, l'urbanisme savait faire avec, depuis très longtemps. Et donc, c'était rassurant parce que ça ne changeait rien. En définitive, on parlait d'urbanisme des réseaux, si on veut, mais enfin, ça ne modifiait pas fondamentalement la structure des choses. Bon. Alors aujourd'hui, on est moins rassuré. On est beaucoup moins rassuré. Alors d'abord parce que je crois qu'on se rend bien compte que ce qui va jouer, c'est vraiment les relations, les flèches que j'avais établies entre les couches, d'une part, et puis le fait que cette couche de base d'infrastructure, mais un peu assimilée à l'urbanisme et traditionnelle et rassurante, eh bien, elle n'est pas du tout consolidée. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, au fond, pour des raisons qui sont un peu extérieures au monde de la ville et de l'urbanisme, c'est pas du tout, ça vient pas de là. Les technologies d'information et de communication ont développé de multiples usages. Et ces technologies, en quelque sorte venues d'ailleurs, se sont introduites dans mon schéma. Et elles se sont introduites comment? Elles se sont introduites beaucoup dans les flèches verticales. Ce ne sont pas des réseaux qui se sont ajoutés aux autres dans les couches horizontales. C'est au contraire dans les flèches verticales que les choses se sont passées, et se sont passées le plus vite et peut-être le plus... dramatiquement, là, pour utiliser un terme anglo-saxon, en tout cas d'une façon qui nous interpelle. Alors, et en même temps, on s'est aperçu aussi, alors là aussi pour des raisons qui sont en partie extérieures, hein, que la couche de base, celle des infrastructures, était mise en cause. Alors, bon, bien sûr, les réseaux d'égouts n'ont pas été du jour au lendemain comme ça démolis, etc. Mais mise en cause parce que la question même qui fondait au fond solidement cette couche d'infrastructure, c'est-à-dire l'existence de monopoles publics, en définitive, la relation extrêmement forte avec le territoire, justement par le biais d'un urbanisme classique, etc., eh bien, c'est ça qui était progressivement sapé, ou en tout cas discuté, hein, discutable. Alors, du coup, on finit par se demander qu'est-ce qui reste de solide, effectivement, et sur quoi on peut se fonder pour comprendre les choses, et en particulier les expériences qu'on nous a présentées de façon extrêmement intéressante. Alors, je vais... Pour essayer de me faire comprendre concrètement, je vais prendre un exemple, si vous voulez, qui est assez je crois, frappant, qui est le développement du GPS. Hein, je parle donc du GPS individuel, du GPS de voiture, etc. Pas des applications scientifiques et tout ça, c'est autre chose, mais le GPS tel que nous le connaissons aujourd'hui. Bon. Alors voilà quelque chose
voilà une technologie d'information, il me semble, on peut considérer que c'est ça, hein, qui rentre qui joue un rôle extrêmement important dans mes flèches verticales, puisque, au fond, l'usager du GPS, il se repère, il voit où se trouvent les choses, et puis il y va, et puis il n'y va pas, et puis donc on lui donne une sorte de pouvoir, hein, par la disposition de cette information. Bon. Donc c'est très très important pour l'urbanisme des réseaux, ça modifie profondément les choses. Bon. Alors, donc on voit que sur le cas du GPS, on voit que ces flèches-là que j'avais dessinées, mais encore une fois, sans doute pas assez fort, je n'avais pas assez marqué ces flèches, elles prennent d'un seul coup un relief saisissant. Bon. En même temps, si on s'interroge sur l'origine du GPS, l'origine du GPS, c'est pas du tout les acteurs de l'infrastructure, de la couche d'infrastructure traditionnelle, etc., qui sont à la base de ça. Le GPS, c'est quoi? Ce sont des satellites abandonnés par l'armée américaine, parce que complètement obsolètes pour les applications militaires, voilà, disponibles, gratuites, bon, pas d'une précision extraordinaire, mais au fond, ça finit par suffire. Ensuite, c'est pas le tout, mais avec quand on a des satellites, il faut encore être capable d'en tirer l'information, et puis de l'utiliser, puis de la mettre en relation avec une cartographie pour que ça puisse devenir utile. Bon. Alors, qui fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Eh bien, ce ne sont pas les autorités publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le domaine de l'action publique. Intéressant quand même. Intéressant. Au fond, les constructeurs automobiles qui, dans un premier temps, avaient été considérés comme étant les opérateurs presque naturels, hein, de ce GPS, se sont récusés, du moins en France, pour des raisons juridiques, ne voulant pas prendre de responsabilité juridique en cas d'accident, etc. Bon. Donc ils sont restés en dehors du coup. Et donc ce sont des opérateurs internationaux, hein, Garmin, TomTom, etc., qui ont pris les choses en main, parce qu'elles ont d'autres traditions, d'autres façons de gérer les problèmes juridiques, etc., et qui ont pris les choses en main en achetant les données. En achetant les données à qui? Eh bien justement aux autorités publiques qui en France les détenaient et qui ont pris l'argent en vendant les données, tout simplement. Donc, le rôle de l'action publique dans cette affaire GPS, c'est quasiment rien. Voilà. Et pourtant, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui reconfigure d'une certaine façon l'usage de la ville, en tout cas, et qui montre bien qu'on n'est plus du tout dans le domaine classique. Alors, domaine classique qui, quand même, c'est un petit peu dans les deux exposés qu'on a entendus, on est, me semble-t-il, dans un assez grand classicisme où il y a des autorités publiques, des acteurs privés, des concessionnaires, etc. Tout ça, c'est comme avant. Hein, c'est comme avant. Et chacun est dans son rôle, a l'air de jouer son rôle normal, naturel, etc. Comme, je vais pas dire comme si de rien n'était, parce que effectivement, il y a quand même on voit bien des progrès, des évolutions, etc. Mais il n'y a pas de révolution. Bon. Alors, moi, je m'interroge pour savoir si c'est vraiment ça, la Smart City. Si c'est ça, je dirais que, attendons, il n'y a pas de souci à se faire, regardons ce qui va se passer, mesurons, très bien. Je pense que les promoteurs d'immeubles de bureaux, de logements, etc., et les gestionnaires surtout, et les gens chargés de la maintenance de ces immeubles, eh bien, ils sont à la recherche effectivement d'outils plus performants pour améliorer les prestations, et donc ça finira, je pense, par donner quelque chose. Les gens qui gèrent les circuits de déchets à Stockholm ou ailleurs, ils sont aussi à la recherche de solutions quand même plus performantes, donc ça va se faire, bon, très bien. Pour moi, c'est pas ça. Enfin, je crois que là, on n'est pas dans le domaine d'une smart city. En tout cas, on n'est pas dans le domaine d'une révolution épistémologique significative. Hein. Je crois que la révolution, si elle se produit,
elle va se produire parce qu'elle remettra en cause les rôles. Et donc, la question de savoir qui décide pourquoi, qui, avec quel pilote, quelle échelle, etc., c'est la réponse est ça ne sera pas les mêmes. Ça ne sera pas les mêmes et pas de la même façon et pas à la même échelle. Voilà. Et du coup, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus interrogateur quand même pour nous. Si vraiment c'est dans cette voie-là qu'on va, qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai tendance à penser que c'est dans cette voie-là qu'on va quand même. Parce que, en me référant en tout cas à l'urbanisme, moi il me semble que dans mon histoire de couche d'infrastructure où l'urbanisme était quand même toujours présent, voilà. Bon, on avait une vision de l'urbaniste qui restait légitime. Alors cette vision d'urbanisme légitime, elle vient de loin. Elle vient du fait que les premiers urbanistes et puis ceux qui leur ont succédé, ils étaient portés par des normes, par des valeurs qui étaient au fond celles de la société. C'est-à-dire l'hygiénisme, c'est pas le hasard, hein, l'hygiénisme, c'est que quand on a des dizaines de milliers de morts du choléra ou du typhus dans une ville, on finit par se dire qu'il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est quand même ce qui s'était passé. Et les urbanistes se sont trouvés là pour faire quelque chose. Après la tuberculose, etc. Donc, et là encore, les urbanistes ont été appelés en quelque sorte à l'aide. Bon, et leur légitimité n'était pas vraiment questionnée. Après, c'est plus pareil, c'est plus ça qui fonctionne. Alors, on essaye peut-être de renouveler ça en disant il nous faut de la soutenabilité, il nous faut, je sais pas quoi, la prudence énergétique, mais ça n'a pas du tout le même ressort, c'est pas du tout pareil. Et du coup, les fondations de la couche d'en bas, là, dans mon système d'urbanisme des réseaux, eh bien, elles ne sont plus solides, c'est du sable aujourd'hui. Et donc la vraie question, quand même, elle est là. Quelle nouvelle norme, quelle nouvelle valeur sociale? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'on ne sait pas du tout. On sent bien qu'il y a des choses. Je vois que des gens qui sont un petit peu à la pointe de la réflexion urbanistique, là, il y en a qui parlent qui disent on va vers non pas une smart city, mais vers une illuminated city, donc une ville où les gens sont éclairés. Alors ils sont éclairés, et c'est ça qui leur permet de comprendre ce que ça veut dire pour eux qu'un monde soutenable. Et donc c'est évidemment qu'est-ce qui les éclaire, c'est toutes ces informations là. On nous a bien dit lesquelles. Hein. Bon, mais donc, ils deviennent intelligents, et donc c'est en quelque sorte la ville soutenable par tous. C'est tout le monde y participe, tout le monde. Bon, donc, ça, c'est un monde complètement différent. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'ici. Tout le monde. Bon. D'autres réfléchissent en termes d'inclusion. Ils disent on va peut-être sortir justement de la ville des réseaux en quelque sorte fragmentés, inégales, etc., pour entrer dans une ville inclusive. Hein, et ça serait donc la ville intelligente pour tous. Hein. Dans un cas, c'est par tous, dans l'autre cas, c'est pour tous. Mais ça aussi, c'est quand même une quasi-révolution, puisque tout ce qu'on voit, mais même sur les réseaux de technologies d'information et de communication, pour l'instant, c'est quand même un règne de fracture numérique un peu dans tous les sens. Donc on n'y est pas encore. Donc si on y arrive, si c'est vraiment l'inclusive city qui se dessine à travers la smart city, c'est aussi une révolution. Mais donc vous voyez, les pistes, elles existent. Hein. L'inclusion, d'un côté, assumer la soutenabilité au fond au niveau plus individuel de l'autre. Voilà des pistes, mais ce sont des pistes de refondation. Ce ne sont pas des pistes de présentation de projets venus d'ailleurs.
Hein. Et je retenais là de ce qu'a dit Alain Cargoat, là, parce que quand même, moi je me demande pourquoi M. Colomb, en dehors du fait qu'il a fait un voyage au Japon puis qu'il ait rencontré des gens intéressants, pourquoi il fait ça. Alors, parce que peut-être qu'il est conscient de ce que je dis là et qui est essentiel, et il veut, peut-être ce sera le héros de l'urbanisme de ce que vous avez présenté au début, là, d'Hyperion, peut-être, hein, on parlera de Gérard Collomb comme étant le précurseur, peut-être, puis peut-être ça ne tiendra pas au-delà de sa mandature. Ouais, donc c'est pas pareil, hein, pas du tout la même chose. Voilà ce que je pouvais essayer de dire sur ces deux interventions. Merci. Merci Gabriel Dupuis. Je crois qu'on a un certain nombre de questions et de pistes là qui peuvent nous tenir pour les 3/4 d'heure que nous avons prévu de consacrer à la discussion. Donc si vous avez des observations ou des questions, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Oui, Patrice Aubertel. Oui, bonjour, merci. J'avais une question à Monsieur Cargoat. J'ai beaucoup aimé votre exposé et notamment l'implication d'une entreprise privée dans un projet de Smart Cities. Donc, ça m'a posé pas mal ça m'a amené à l'esprit pas mal de questions. Notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une perspective de création d'un institut de la ville durable qui doit associer partenaires privés et partenaires publics. Donc, les questions que je vais vous poser, c'est un peu dans le cadre de cette idée qui se développe. La première question, c'est vous avez présenté un partenariat public-privé. Et je voulais savoir à quelle hauteur Toshiba s'était engagé financièrement dans le montage de l'opération ou si vous êtes prestataire de service. Donc c'était la première question. La deuxième question, c'est qu'attend Toshiba de l'expérimentation menée à Lyon? Est-ce que ça va être une vitrine qui va ensuite être diffusable ailleurs? Est-ce que ça va être un projet porteur en disant, voilà, on a fait ça à Lyon, et vous, à Rome, à Madrid, on vous propose le même type de choses? Troisième point, c'est qui évalue votre projet? Quel évaluateur extérieur apprécie la qualité de votre projet? Dans le premier exposé de M. Rutherford, on a vu que le LAT se présentait un peu comme évaluateur du projet suédois, mais là, vous, y a-t-il prévu dans votre expérimentation menée à Lyon la désignation d'un expert extérieur qui joue le rôle de certificateur finalement de ce qu'on voit souvent dans les questions de normalisation technique? Et le dernier point, est-ce que vous envisagez de labelliser votre participation et votre expérience et d'en faire un label concurrent d'autres labels internationaux? Merci pour toutes ces questions. Je compte sur vous pour m'aider à me rappeler si j'ai oublié les 4 questions. La première, c'est sur le financement du projet. En fait, c'est un financement public du Japon. Donc, les 50 millions dont on en a parlé tout à l'heure, c'est la contribution du NEDO au projet. Donc, c'est de l'argent public japonais. C'est pas donc il y a certainement un investissement de la part du groupe Toshiba, mais je ne le connais pas. C'est des salades entre japonais, si vous voulez. Mais, enfin, l'essentiel des fonds, il est issu de l'argent public japonais. La deuxième question, et donc le rôle du Grand Lyon est un rôle de facilitateur. Hein, donc il n'y a pas d'investissement du Grand Lyon direct. Il y a un rôle d'organisateur, facilitateur, d'encadreur, etc. De la communauté urbaine sur ce projet-là. La deuxième question, c'est sur l'intérêt des parties prenantes, et donc en particulier de Toshiba. Mais bon, il n'y a pas que Toshiba dans cette affaire. Hein. Il y a le Grand Lyon, il y a le NEDO. Donc, je me permettrai de répondre d'abord en leur nom pour ces deux-là, parce que ce sont les deux parties constituantes du projet. Nous, on est un modeste sous-traitant du NEDO pour réaliser le projet.
Donc alors je ne peux pas parler au nom de Monsieur Collomb, mais je pense qu'il y a un sens profond à redynamiser son tissu urbain, et qu'on a la chance d'avoir 150 hectares en hyper-centre-ville, il serait dommage de n'en rien faire, hein. Et donc avoir un plan d'urbanisme qui essaye d'être le plus vertueux possible, je pense que ça survivra à sa mandature, puisque ce qu'on construit, c'est pas fait pour être démoli dans 5 ans. Donc là, je pense qu'il y a une véritable expérimentation, une dynamique vertueuse à Lyon qui se crée, qui mobilise le tissu international et local, donc qui est aussi génératrice d'innovation, de services et d'emplois sur le territoire, qui, au-delà de ce qui est réalisé, apporte, je dirais, un souffle à la ville. Et effectivement, c'est un vecteur de la politique et du rayonnement de la ville. Et en ça, il y a un sens à ce qui est fait, mais je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas son porte-parole. Mais il y a quand même une logique dans ce qui est construit sur la confluence. En ce qui concerne le DELO, l'objectif est un objectif d'expérimentation, c'est-à-dire c'est de tester les choses et de voir si elles apportent un plus ou pas. Donc là, il y a effectivement un facteur d'incertitude, puisqu'on est dans de l'application de technologies nouvelles ou de méthodes nouvelles au tissu urbain. Et donc, ce qui intéresse le NEDO, c'est de pouvoir préfigurer ce qui tendrait à devenir des normes en 2020. En France, on parle de RT 2020, donc la régulation thermique 2020. Le bâtiment sera livré en 2015, qui devrait répondre à ce qu'on anticipe pouvoir être cette réglementation. Donc, c'est d'être un petit peu en expérimentation, en avance de règles et de normes futures, notamment au niveau du bâtiment. En ce qui concerne Toshiba, bon, l'intérêt du groupe, c'est effectivement de pouvoir avoir une vitrine sur Lyon. D'ailleurs, je constate que cette vitrine, elle est beaucoup plus utilisée au Japon qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément de délégations du Japon qui viennent à Lyon visiter ce qu'on est en train de faire. Donc il y a une résonance extrêmement forte de Lyon au Japon grâce à ce projet. C'est un avantage induit qui n'était pas forcément mesuré, qui fait que maintenant Lyon doit être assez bien connu dans les cercles influents à Tokyo, si j'en crois le nombre de délégations japonaises qu'on reçoit. La troisième question, c'était... Pardon ? Ah, l'évaluateur. Alors, en ce qui nous concerne, nous, Toshiba, notre évaluateur s'appelle le NEDO, c'est-à-dire la puissance publique japonaise qui investit de l'argent et qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage à s'assurer que on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire et que l'expérimentation soit un succès. Donc ça, c'est notre évaluation à nous. Quel est l'évaluateur du NEDO ? C'est le METI, puisque le NEDO reporte au METI. Quel est l'évaluateur du METI? Je dirais c'est le peuple japonais. Mais est-ce qu'il va être destitué sur le succès ou non-succès du projet de Lyon? Objectivement, je ne le crois pas. Voilà. Quel est l'évaluateur de M. Collomb? C'est ses électeurs. Il vient d'être réélu en mars dernier. Donc, et je peux vous dire que dans sa campagne, ces projets de métropole intelligente figuraient en bonne place. Donc, c'est pas l'unique aspect de sa politique de la ville, mais il est clairement revendiqué. Donc voilà. Donc, il a été quelque part évalué pour les 5 ans qui viennent. Et je ne sais pas s'il se représentera dans 5 ans. On verra à cette époque-là. Enfin, la dernière question, c'était... La question du label. Alors, non, on n'a pas de label. Et je ne crois pas qu'il y ait vocation à en déposer un sur ce sujet non plus. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, à vos questions. Emmanuel Raoul. Ah, pardon.
Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. Alors, sur le stockage, vous avez raison, il y a du medium tech high cost, on va dire ça comme ça, c'est les batteries électriques, et il y a du low tech, et je ne sais pas pour les costs. Bon, voilà. Sur le stockage du froid, effectivement, je parlais de Mr Beans, c'est du gel, hein, donc c'est voilà, c'est dans pas des cartons, dans des caisses avec des espèces de Mr Beans et qui a un pouvoir calorigène 5 fois supérieur à l'eau, qui donc facilite le stockage de la chaleur. Donc ça, là, on répond à cette question-là. La batterie, c'est vrai que ça coûte cher. Donc aujourd'hui, ça reste une expérimentation, mais tout le monde a espoir que les technologies de stockage électrique sur batterie soient moins onéreuses dans les années qui viennent. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, ça reste un élément qui est clairement de l'expérimentation plus que de la généralisation, vu le coût de ces batteries-là. Sur la deuxième question, pourquoi cela n'a pas été généralisé au-delà de ces 3 îlots, ben, je vous dis, c'est tout simplement pour une question réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, faire de la solidarité énergétique au niveau d'un quartier, c'est pas organisé comme ça. On peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'en multipropriété, on ne peut pas faire ça. C'est très difficile à organiser. Bouygues aurait bien aimé qu'on puisse faire ça, hein, mais aujourd'hui, c'est difficile à organiser. Donc, on essaye déjà de démontrer qu'à l'îlot, au niveau d'un micro-îlot privatisé, c'est possible. Après, le cadre de sa généralisation sur l'espace public pose des questions réglementaires et non pas technologiques. Nos systèmes seraient capables de pouvoir gérer ça à l'échelle d'un grand quartier, voire d'une ville. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à Yokohama. Parce que là, apparemment, le cadre réglementaire le permet. Michel ? Oui, une question à Alain Kergouat. Quand vous avez, en préalable de votre intervention, vous avez évoqué une mise en tension sur les smart communities entre les aspects stabilité énergétique et les aspects bien-être, qualité de vie, etc. Votre présentation est extrêmement explicite sur tous les indicateurs mis en place ou qui tentent à être mis en place sur les questions énergétiques, hein, avec une batterie d'indicateurs utiles, alors effectivement au niveau du Grand Lyon et à visée d'utilité pour les différents usagers. Sur la qualité de vie, vous procédez comment pour justement réussir ce difficile équilibre? Alors, merci pour votre question, parce que elle est tout à fait intéressante et pertinente. En fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que cette vision que je vous ai montrée en première slide, c'est une vision récente du groupe Toshiba. Et je serais venu il y a 3 ans, je ne vous aurais parlé que d'énergie. Donc, voilà. Donc c'est une vision que le groupe a mis sous le... En fait, on s'appelle plus Smart Community, mais Human Smart Community by Lifenology, donc les technologies au service de la vie et du vivant. Mais ça a été introduit au milieu de l'année 2014. Or, le projet date de 2011. Donc, cette dimension-là, effectivement, elle est pas prégnante dans notre projet, qui est essentiellement un projet autour de l'énergie. Même si on peut arguer du fait que la mobilité douce contribue aux qualités de la vie. Mais je dirais que c'est la mobilité douce dans sa dimension énergétique qu'on analyse dans le projet, si je veux être tout à fait honnête. Bon. Donc ça, c'est un premier point. C'est déjà, nous, on n'était pas prêts là-dessus, et ce n'est que cette année qu'on a rajouté, enfin l'année dernière, qu'on a rajouté cette dimension-là. Et puis aussi, il faut comprendre qu'au niveau du territoire, la ville et la communauté urbaine n'avaient pas un certain nombre de prérogatives que maintenant elle va avoir du fait de la métropole, de l'avènement de la métropole, qui intègre donc les fonctions du département et de la communauté urbaine, et qui vont s'attacher notamment à tout ce qui est du domaine de santé publique, etc., qui ne faisait pas partie des prérogatives de nos interlocuteurs en 2011, 2012, 2013 et 2014. Donc aujourd'hui, 2015, ça se met en place, et effectivement, on souhaite qu'on puisse, dans des projets futurs, pouvoir aussi intégrer cette dimension qui est nouvelle. Mais on était déjà
je dirais, en avant-scène avec l'énergie, on est en avant-scène en intégrant ces nouvelles dimensions du bien-être et de la santé publique. Enfin, voilà. Je suis Claire Brousseau, je travaille sur un projet Smart Meter. Je suis sociologue, je travaille sur un projet Smart Meter à Lyon, justement. Et aussi sur des opérations de Building Information Modeling, rattachées à l'école d'architecture de Lyon. Je voulais réagir sur l'intervention conjointe de M. Kergoat et de M. Dupuis, notamment sur l'aspect de la ville contributive. Vous disiez, M. Dupuis, notamment que c'était les gens qui faisaient, c'était tout le monde qui contribuait à l'économie, en quelque sorte, ou à la fabrication de la donnée. Et je pense que c'est nécessaire de resituer ça dans l'économie de la connaissance globale de la ville numérique. Et notamment le fait que on est quand même sur les projets tels qu'ils nous ont été présentés ce matin, et plus globalement sur des projets de démonstrateurs, dans une économie où il y a une approche très techno-push, vous l'aviez dit, hein, Monsieur Kergoat, et avec des partenariats publics-privés très, très importants, et une mise en œuvre, en tout cas une implication de plus en plus forte du citoyen ou du consommateur, parce qu'on parle de consommateur. Donc est-ce qu'on est dans une économie des réseaux à ce moment-là, dans une économie de l'acteur réseau, je ne sais pas, mais en tout cas, le consommateur, il a pour objectif de produire de la donnée, et un des enjeux qui se pose à cette production, c'est de créer de la valeur d'usage à cette donnée. Et sans doute que vous avez abordé ces questions-là lors de la séance précédente sur la donnée. Et du coup, cette valeur d'usage, bien évidemment, elle prend sens au regard de celui qui va tenter de la récupérer pour créer du service. D'ailleurs, le Grand Lyon va faire un grand colloque sur l'économie servicielle au mois d'octobre, parce qu'un des enjeux de cette collectivité, c'est de mettre à disposition de la donnée et qu'elle puisse être appropriée par des acteurs publics ou privés, et que ça puisse créer de la valeur d'usage. Donc il y a des enjeux économiques forts. Et ça pose la question aussi de savoir quelle est la place du citoyen et de celui qui produit de la donnée, bien évidemment, dans ce contexte-là, sachant que la ville contributive, elle peut produire aussi de l'économie de la connaissance à travers cette valeur d'usage, mais elle peut produire aussi des formes transgressives. Je pense en particulier à toutes ces initiatives émanant des tiers-lieux ou émanant du logiciel libre. Vous parliez du GPS, il y a OpenStreetMap, par exemple, qui est un collectif qui produit sa propre donnée de géolocalisation, indépendamment des institutions, indépendamment également de l'économie. Et donc cette ville contributive, qui est une variante peut-être de la ville en réseau, elle produit à la fois des effets de pouvoir et des contre-pouvoirs. Je crois que vous avez tout à fait raison. L'économie de la connaissance, c'est quand même une clé d'entrée dans la compréhension de ce qui se passe. Alors, c'est peut-être pas la seule. Hein, donc, vous êtes sociologue, vous avez aussi d'autres clés, mais celle-ci est extrêmement intéressante. Et comment dire, moi, il me semble que ce qui nous complique la vie, c'est Internet, parce que on a quand même, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du GPS pour sortir un peu d'Internet. Parce que dans le cas du GPS, en fait, on a une économie qu'on arrive à décrypter assez simple, la connaissance. On voit qui paye quoi et pourquoi. Enfin, c'est pas quand même lumineux, mais je veux dire qu'on y arrive. Pour Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, en fait, on a avec Internet un espèce d'instrument absolument formidable. Alors, avec une ubiquité, avec une instantanéité, avec une automaticité et avec une gratuité apparente.
Voilà. Et donc, tout ça ne permet pas bien, effectivement, d'identifier les contributions, les contributeurs. Et donc, dans les opérations comme Street View ou d'autres, qu'est-ce qui apporte du gratuit et qu'est-ce qui apporte du payant et qu'est-ce que vaut l'apport de chacun et des autres, etc. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué de s'y retrouver. D'ailleurs, les économistes, en fait, sont eux-mêmes un peu en peine de répondre à ces questions-là. Mais en tout cas, c'est vraiment la piste à poursuivre pour essayer de comprendre et d'y voir clair sur, quand même, qui maîtrise quoi et qui prend du pouvoir. Parce que c'est quand même la question du pouvoir sur cette Smart City. Là, il n'y a pas de... si on sort du top-down, là où donc il y avait des esprits éclairés qui vous disent ce qu'il faut, comment faut-il que la ville soit organisée, que les services soient fournis, etc. Bon, le pouvoir, il ira où après? Alors, on s'imagine que des gros opérateurs, ceux dont on a parlé ce matin, etc., bien sûr, ils vont pas lâcher les choses, mais après, quand on arrive au niveau des habitants, quand on arrive au niveau des citoyens, donc qui ont l'air un petit peu avides quand même de prendre des parcelles de pouvoir, et quand est-ce que ça fait sens, ça? Et donc l'économie de la connaissance, moi je crois beaucoup à ça, vraiment comme approche, pour renouveler un peu nos vieilles façons de voir les choses, quoi. Surtout pour moi. Moi, je voulais revenir sur la question des échelles, parce que Gabriel Dupuis explique, et je trouve que l'exemple est assez parlant, que le GPS s'est effectivement développé à grande échelle, mais indépendamment de toute maîtrise d'œuvres publiques ou de toute implication de la collectivité territoriale, si ce n'est par la fourniture de données. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici aujourd'hui, c'est comment la ville se transforme et si ces transformations, et c'est la question du pouvoir, finalement, coïncident ou pas avec bien ce que la collectivité publique, ce que les collectivités territoriales estiment devrait être le chemin de développement des territoires, ou la façon dont les citoyens peuvent s'en ressaisir. Et dans les deux exemples que vous avez donnés, Alain Kergoat et Jonathan Oseford, on est dans des approches très localisées, très quartiers. Et d'ailleurs, vous le disiez, vous avez employé l'expression smart community parce que ville intelligente, c'est quelque chose de trop important pour pouvoir être ressaisi, même si on sait qu'il y a des villes comme Songdo, Masdar, qui l'appréhendent à l'échelle d'une agglomération tout entière, mais en partant de niveau zéro, enfin ex nihilo. Et la question que je me posais, c'était savoir comment, mais Jonathan l'a posé également, comment on change d'échelle et quel est le bénéfice aussi de ces approches localisées. On a l'impression que dès qu'on commence à toucher à du réseau, eh ben, la chose nous explose un peu à la figure. D'une part, dans le cas d'Amerby, on a des intrants qui viennent du bout du monde. On a les noyaux d'olive de Tunisie. Donc, comment ça s'inscrit dans une économie plus globale? Comment ça interagit avec d'autres flux et réseaux mondiaux? Et puis, le bénéfice du périmètre local où, finalement, on a un resserrement métabolique, en quelque sorte, qui permettrait d'avoir une meilleure maîtrise, un métabolisme plus vertueux. On s'aperçoit qu'il est compliqué, puisque, ne serait-ce que pour les ordures ménagères, on est obligé de verrouiller les poubelles, sans quoi on y met n'importe quoi. En tout cas, il n'y a pas d'automaticité du bénéfice du local. Et dans le cas de Lyon Confluence, on apprend que, bon, pour l'instant, l'électricité qui est produite, elle est produite à partir de l'hydroélectricité, donc des barrages en amont. Et puis aussi, et là c'est une question qui renvoie à celle que vient de poser Gabriel Dupuis sur le pouvoir, c'est que les véhicules électriques, si on veut les charger rapidement, on ne va pas pouvoir le faire n'importe quand, n'importe comment. Certes, alors il y a un système expert derrière tout ça, mais il y a quand même ERDF qui dit, attendez, là c'est bon,
là, ça n'est pas bon. Donc, ça n'est pas l'auto-organisation du territoire, du quartier qui s'en retrouve renforcée. Il y a quand même des opérateurs historiques bien identifiés qui sont là pour dire, attendez, là, ça nous arrange, là, ça nous arrange pas. Donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une limite à l'approche de la Smart City par l'échelon strictement quartier et comment on arrive à penser l'emboîtement des échelles? Non, moi, je donnerais un exemple là, c'est en écoutant Alain Cargoat répondre en disant que le bénéfice que Gérard Collomb retirerait de l'opération irait bien au-delà de son mandat. Qu'il y a les habitants, d'accord. Mais ça me rappelait quand même l'affaire de Parthenay. Alors tout le monde connaît Parthenay. Bon. Et donc Parthenay a été, dans les années 80, 90, le lieu d'une expérimentation formidable de NTIC avec des grands partenaires. Il y avait les Japonais d'ailleurs qui étaient dans le coup, IBM, etc. Tout le monde s'y est mis, à l'initiative d'un maire qui s'appelait Monsieur Hervé, qui donc a fait pendant la durée de son mandat énormément pour expérimenter des technologies d'information et de communication de l'époque, hein, bien sûr. Bon. Et en fait, il s'est fait battre aux élections vraiment à plat de couture. Alors il y a des gens qui ont réfléchi sur les leçons à tirer de cette affaire. Bah, effectivement, il y avait quand même une grande leçon, c'est que Parthenay était forcément trop limité pour qu'il puisse y avoir des bénéfices justement retirés par une communauté. Parce que ce que Hervé avait fait, il avait quand même du mal à trouver des applications. C'était bien d'avoir des technologies de pointe, etc. Mais pour en faire quoi, à Parthenay? Et il avait trouvé qu'une solution, c'était de faire un bulletin électronique d'information pour les habitants. Mais ça a vite trouvé ses limites, cette affaire, parce qu'à Parthenay, tout le monde connaît tout le monde, et donc l'information des habitants sur les nouvelles locales, dire que il n'y avait vraiment pas besoin de technologies très avancées pour ça. Bon, c'est un élément dans l'affaire, mais ça montre bien que la question de l'échelle, elle est fondamentale. Le GPS, alors, il a été décidé par on ne sait pas par qui, vraiment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il sert aussi bien dans la campagne profonde que dans les villes denses. Hein. Donc là, il n'y a pas du tout de possibilité de définir des usages. Alors après, si on pose la question de la congestion, c'est autre chose. C'est pas tout à fait le même GPS qui sert à ça. Mais en tout cas, donc on voit bien qu'il y a un brouillage des échelles et dont il faut prendre conscience. Alors, le problème de M. Collomb, là, je ne sais pas si c'est un problème, mais quand même, bon, il est sur ce quartier qu'il veut emblématique, très bien, d'accord. Après, il est sur Lyon, c'est quand même là que sont ses électeurs. Mais il est aussi sur le Grand Lyon, puisque c'est une grosse affaire depuis un moment. Et puis maintenant, il est à la tête d'une métropole, et voilà. Mais probablement que ça ne suffit pas encore. Je pense que l'échelle, elle est plus grande, elle est plus large que ça. Si on veut quand même commencer à penser Smart City au sens, effectivement, d'une communauté qui serait profondément modifiée, au fond, dans son organisation, dans ses pouvoirs, etc. C'est même plus le Grand Lyon qui compte, quoi. Je voulais souligner aussi, moi, la question... Ah, Dominique Rouillard, architecte, je dirige un laboratoire sur les infrastructures, l'architecture et le territoire, et je suis aussi en charge d'un projet IMR sur la mobilité écologique et intelligente. Oui, moi, j'avais noté la question des échelles, effectivement, par rapport à ce qui s'est dit, par rapport aussi à ce que l'on entend. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit, François, sur le fait qu'avec 5Do et Masdar, on partait d'une base, partir de zéro, et que donc on n'avait pas les mêmes... Enfin, que cette question ne se posait pas. Et dans les récents témoignages qu'on a eus de ces expériences, on s'aperçoit que, et c'est assez terrifiant, bien sûr,
que ces villes, elles répondent, par rapport à la question de Gabriel sur qui pilote, eh bien, en fait, ils sont d'une intelligence redoutable parce qu'effectivement, il y a le big data dont on parlait tout à l'heure, mais en même temps, ils s'appuient sur une communauté. Ils emploient les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut remonter au big, à une espèce de super ordinateur centralisé, etc. Ils font remonter l'information à partir de communautés, je dirais, très, très typiquement asiatiques, d'ailleurs. On voit bien comment les Japonais ou les Coréens fonctionnent, avec, je dirais, une surveillance des voisins, qui est tout à fait surprenante, cette surveillance étant aidée par ce que vous avez appelé tous les deux, enfin je sais pas, plus ou moins des systèmes de contrôle de la consommation. Au départ, c'est contrôle de la consommation de chez soi, mais aussi de la consommation du voisin, avec encouragement pour améliorer les systèmes, etc. C'est un système tout à fait redoutable et qui, en fait, nous montre que ces smart cities nous font perdre surtout l'idée de la ville, c'est-à-dire cette ville de la grosse Stadt où on était perdu dans l'anonymat. Et on se retrouve dans ces villes extrêmement intelligentes, dans des villes extrêmement contrôlées, mais pas contrôlées par un big data, contrôlées par son voisin. Et c'est cette échelle de la micro-communauté à la grande échelle qui, je trouve, interpelle et qui m'amène sur ma deuxième question, qui est à l'inverse, c'est beaucoup plus terre-à-terre par rapport au Grand Lyon. C'était les 30 véhicules, puisque je m'intéresse à la question, les 30 véhicules dont va se doter Lyon, c'est-à-dire ce qu'a fait La Rochelle il y a 30 ans. Donc elle ne dépasse pas les 30, il y a une espèce est-ce qu'il y a une limite comme ça de 30 et alors je me demandais si ça... Est-ce qu'ils allaient sortir de l'îlot, de leur îlot, c'est-à-dire de leur île, c'est-à-dire de leur utopie, hein? Est-ce que ce réseau des 30 voitures, il va, indépendamment de la question très, 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 très bien soulevée sur la question de l'alimentation, quand il fait beau, quand il fait pas beau, le jour, la nuit, enfin on voit bien que finalement ERDF voudrait contrôler cette fameuse liberté donnée à la voiture et à l'habitant. Quelle est l'extension du réseau, justement? Oui, alors moi je vous ai présenté que Sunmove, qui est notre projet à nous, mais le Grand Lyon a 5 services de mobilité, dont 3, je crois, sont sur base électrique. Donc il y a Bolloré qui a implanté Bluely, comme à Paris il y a Autolib, donc il y a un service Bluely. Je crois qu'ils ont entre 200 et 300 véhicules sur l'ensemble de l'agglomération, en dehors effectivement de ce petit îlot de confluence sur lequel il y a une espèce d'enclave pendant la période de démonstration, mais qui va s'ouvrir dès la fin de cette année également à Bolloré. Il y a Autolib. Enfin, Autolib, c'est Lyon Parc Auto qui a un service d'autopartage depuis de nombreuses années, mais qui est sur base de véhicules thermiques. Et puis, je crois qu'il y en a un cinquième dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc il n'y a pas que le nôtre. Hein. Donc il y a plus que 30 véhicules électriques à Lyon. Non, mais je disais 30 par rapport à l'idée comment vous imaginiez l'interface avec justement ce Grand Lyon, puisqu'il s'agit du Grand Lyon? Nous, on l'imaginerait en partage des infrastructures, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Faut mettre les interlocuteurs d'accord. Enfin, déjà, techniquement, c'est possible, puisque les systèmes se branchent. Parfois, c'est techniquement pas possible. Bon, là, techniquement, c'est possible à Lyon. Maintenant, après, ce sont des accords commerciaux. Il faut que les opérateurs de chaque réseau acceptent que les uns et les autres viennent sur leur territoire utiliser leur infrastructure. Ce n'est pas encore fait, c'est en discussion. Peut-être qu'à l'issue de notre expérimentation, sera plus ouvert, ça va se reconfigurer. Mais il y a une vraie question, effectivement, de l'infrastructure de recharge. À qui appartient-elle? Et si elle est multi-opérateur, comment bénéficier de l'infrastructure des autres? C'est un questionnement, en effet. Oui, là, c'était un peu ma frustration. C'est vrai qu'on n'a pas compris pourquoi c'était si compliqué alors que le Grand Lyon avait validé le dossier. Bon, après, c'est les rouages. Voilà. Mais bon, sur les véhicules électriques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'on parle d'usage, les usages malheureusement ne sont pas là. C'est-à-dire que le taux d'utilisation de ces véhicules électriques, il est très en deçà de nos attentes. Donc, c'est pas parce que les technologies et les services existent qu'ils sont utilisés. Il y a un temps d'adaptation, et aussi dans les entreprises, parce que la vocation de ce service n'était pas uniquement d'être un service
grand public, c'était un service destiné aux professionnels, c'est-à-dire aux gens qui travaillent. Donc on a été démarcher les entreprises du quartier et on a rencontré de très fortes résistances parce que ça modifie la politique voiture. Donc le véhicule de société au véhicule d'autopartage, vous imaginez la difficulté à faire passer cette étape. Donc c'est compliqué, c'est toujours en cours. Voilà. Donc la modification des usages au sein de la ville, c'est quelque chose de compliqué. Alors on va peut-être s'arrêter là pour la première séquence de cette réflexion. Je voulais tout d'abord remercier donc nos intervenants et revenir un point sur la question de notre séance, consécration et disparition de la ville des réseaux. J'ai beaucoup aimé toutes ces interventions et les contrastes qu'il y a eu, parce que finalement ce dont on rend compte à partir de ce partage d'expériences, les cas d'études qui ont été nommés et ce qu'a pu dire Gabriel Dupuis, c'est que le réseau n'existe pas comme, ce n'est pas qu'un outil qui supporterait ensuite des renouvellements pratiques ou ce genre de choses. C'est l'intégration matérielle de principes politiques, de principes d'usage et de modalités de structuration de l'espace. À partir de ce moment-là, lorsqu'on conçoit le réseau comme ça, et peut-être que notre approche qu'on avait donnée avec François Ménard était un tout petit peu trop essentialiste, on disait consécration ou disparition de la ville des réseaux. Ce qu'on voit émerger à l'issue de cette matinée, c'est que il y a aujourd'hui, avec des expérimentations, un renouvellement de la pratique du réseau, avec ce mouvement vertical qui casse les logiques traditionnelles de fonctionnement, qui étaient des logiques politiques, qui étaient des logiques de savoir, qui étaient des logiques d'usage, et que le renouvellement de ces pratiques-là montre que, vous avez dit, on fonctionne sur du sable maintenant, Gabriel Dupuis. Ces infrastructures premières, les infrastructures 19e, se trouvent complètement recomposées. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'idée que le réseau n'existe que par les usages, les politiques qui sont mises à l'œuvre. Enfin, une technologie n'est pas neutre, elle est l'ensemble de ces intégrations-là. Et les projets de ville intelligente montrent en fait qu'on est en train de faire fonctionner la ville sur de nouvelles bases. Et l'idée d'une refondation me paraît tout à fait pertinente pour continuer à discuter de ces questions. Et ce sera, je pense, la grande question qui sera abordée par Fanny Lopez et Simon Marvin, oui, bien sûr, Simon Marvin cet après-midi, en particulier sur le rêve d'une déconnexion, donc sur les questions d'autonomie énergétique. Donc comment est-ce qu'on peut penser encore le réseau national et les vocations de service public aussi qui étaient associées. Et Simon Marvin qui avait travaillé avec Stephen Graham sur Splintering Urbanism, un texte très important qui avait marqué la question de modification substantielle du service public lorsque le réseau était privatisé et qu'il n'était plus politiquement maîtrisé par une entité centralisatrice. Donc voici pour le programme de l'après-midi, et il y a une possibilité de déjeuner dans la cantine du ministère qui se trouve au rez-de-chaussée, c'est ça? Oui. Voici, à tout à l'heure.